Corp jusqu'au 31 janvier 2022. Profitez des remises exceptionnelles sur l'ensemble de nos produits. Rendez-vous dès maintenant dans un de nos showrooms. 61 avenue Georges Pompidou, 105 avenue Président Lamine Gueye, téléphone 33 823 47 87. Point E en face SGBS, téléphone 33 867 67 60. Deuxième rond-point Sacré-Cœur 3, téléphone 33 867 79 99. Carrefour Sali, entrée de la ville de Meaux, téléphone 33 957 95 95. Le showroom de Sacré-Cœur sera ouvert du lundi au samedi de 9h à 21h. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Sud FM. Il est 18h. Bonsoir, 18h dans nos studios, la même heure au CTE de l'hôpital Fann. Bienvenue et merci de suivre Sud Soir. Présence de Omicron au Sénégal, il ne faut pas paniquer, rassure le directeur des services des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann. Malgré la multiplication des cas de contamination, professeur Moussa Seydi invite la population à aller se faire vacciner massivement. La vaccination est au cœur de toutes les mesures préventives. Il faut impérativement l'administration de la 3e dose contre le Covid-19, rappelle le directeur du SAMU national Mamadou Diar Bey, alors que 156 nouveaux cas ont été recensés ce jour. Réaction à suivre dans ce 18h qui s'intéresse à la marche des bacheliers orientés dans le privé. Élection territoriale de janvier 2022, la Cour suprême confirme la Cour d'appel et réhabilite la liste de la coalition Yewwi Askan Wi à Matam au moment où le mouvement Gëm Sa Bopp ne sera pas de la course pour la conquête de Dakar. La Cour suprême confirme le préfet de Dakar qui avait rejeté la liste de Bougane Gueye Dany et compagnie. Vous aurez également droit à la page internationale, à celle sportive et à Info Eco. Et pour rappel, notre invité est le secrétaire général de la CSA, Elimane Diouf, tire le bilan de l'année 2021. Alsan Wad est à la partie technique. Hapsa Elimane Wan. Bonsoir et bienvenue à Sud Soir. Une seule patiente est prise en charge au niveau du CTE de Fann, informe le chef du service des maladies infectieuses de cet hôpital. Il rassure, malgré la contamination à grande échelle, il ne faut pas paniquer. Il invite par ailleurs les populations à aller se faire vacciner. Professeur Moussa Seydi est au micro de Sud FM. À l'heure où je vous parle, au CTE de Fann, nous n'avons qu'une seule patiente âgée de 45 ans, sous 4 litres d'oxygène qui sature bien, qui a des comorbidités. Ceci pour dire que les chiffres qui vous ont présentés montrent la tendance réelle. Vous ne pouvez pas avoir les chiffres exacts à 100% parce qu'on ne peut pas tester tout le monde. Mais si vous avez des chiffres, c'est en allant dans les CTE que vous pouvez vous rendre compte du fait que ces chiffres correspondent à la réalité vécue. Donc vous allez tout de suite là-bas, vous ne verrez qu'une seule patiente. Ça, c'est important de le dire. La deuxième chose pour moi, c'est qu'il ne faut pas paniquer. Le nombre de cas augmente, c'est vrai, mais ce qui est important, c'est le nombre de cas graves et le nombre de décès. Vous voyez, partout dans le monde, on vous parle du nombre de cas, c'est vrai. Mais ce qui s'est passé à New York au début avec les fosses communes, les morts dans les rues au Brésil, en France où on choisissait qui est traité et qui n'est pas traité, on n'est pas dans cette situation. Donc il ne faut pas du tout installer la panique. Je vois aussi très souvent les gens dire que la vaccination ne sert à rien contre Omicron. C'est absolument faux. C'est vrai que ça ne prévient pas l'infection, les formes symptomatiques, ça ne réduit pas la transmission, mais c'est toujours efficace contre les formes graves et les décès. Donc il ne faut pas du tout partir de ce constat pour décourager les gens à se faire vacciner. J'insiste sur ce point fondamental parce que, de mon point de vue, la vaccination doit être au centre de toutes les mesures préventives si on veut revenir à une vie normale. Le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann, professeur Moussa Seydi, le directeur du SAMU national, abonde dans le même sens et encourage la vaccination. La 3e dose devient un impératif selon Mamadou Diar Bey. Je dis toujours que si on compare la première, la 2e vague, voire même la 3e, qu'est-ce qui a changé? C'est la vaccination. Et aujourd'hui, les tendances, c'est ça. Si vous regardez même l'Afrique du Sud, où on a vraiment, où le virus est né, et sur une période d'une semaine, sur plus de 100 000 nouveaux cas, seulement 12 000 hospitalisations. Et si on compare par rapport à la 3e vague, c'est très important.
Et parmi ces 12 000 hospitalisations, 98 seulement ont nécessité une hospitalisation en soins intensifs et ont nécessité de l'oxygène. Et seulement 4 personnes sur les 100 000 ont été en réanimation. Je pense que c'est le visage de cette épidémie-là. Et c'est les mêmes tendances qu'on a vues en France, en Angleterre, et le Sénégal n'est pas en reste. Et ce qui a changé, le professeur Tandara en parlait tout à l'heure, c'est le faible taux de vaccination aussi. C'est pourquoi également il faut relativiser que le virus Omicron n'est pas méchant, mais sur quel terrain? Dans des pays où près de 70% de la population est vaccinée. Mais dans nos pays à ressources limitées, où on a moins de 10% de la population vaccinée, on ne peut pas dire qu'est-ce qui va se passer dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Il est encore temps, aujourd'hui, vous les journalistes, vous constituez un maillon. Et ce maillon-là, c'est vraiment la sensibilisation, c'est vraiment pousser à la vaccination. Il faut qu'aujourd'hui en Afrique, au Sénégal particulièrement, qu'on se rue vers la vaccination. Pour ceux qui n'étaient pas encore vaccinés et ceux qui l'ont été, pour ce Tandakha l'a très bien montré sur la cinétique de l'immunité, il faut que impérativement la 3e dose soit administrée. Il y a même des pays qui sont à la 4e dose. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on aille dans ça. Et au niveau du SAMU, nous, ça n'a pas changé parce que maintenant, c'est rentré dans nos habitudes. Au même titre qu'on mettait les tests de diagnostic rapide de paludisme dans nos trousses, c'est au même titre qu'on a laissé les tests de diagnostic rapide pour le Covid dans nos trousses. Chaque fois, et même quand il y avait 0 cas, chaque fois qu'on nous appelle sous des signes infectieux qui peuvent rappeler la Covid, nous on fait le TDR. Et pendant très longtemps, on n'avait que des TDR négatifs. En un certain moment, on voulait même arrêter. Il ne faut jamais arrêter. Mais ces 2 dernières semaines, on s'est rendu compte que quasiment chaque fois qu'on fait un TDR, ça devient positif. Donc ça veut dire que les choses sont en train de reprendre. Mais néanmoins, on n'a jamais eu quelqu'un qui a été mis sous oxygène dans nos ambulances, sauf une seule personne d'ailleurs. Et personne également n'a été transporté en réanimation. C'était le directeur du SAMU national, Mamadou Diarra Beye, qui rappelle que la 3e dose devient un impératif. Justement, quelle est la situation du jour? La réponse est avec le directeur de la prévention, Dr Elhadj Mamadou Ndiaye. Sur 682 tests réalisés, 156 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,27%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 4 cas contacts suivis par nos services et 152 cas issus de la transmission ont été notifiés dans la région de Dakar et répartis dans les départements de Dakar, Pikine, Keur Massar, Guédiawaye et Rufisque. Les 12 autres cas ont été notifiés dans les autres régions du pays, notamment dans la région de Thiès, Kaolack et Ziguinchor. 53 patients suivis ou hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'a été pris en charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été déclaré ce mardi 28 décembre 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 74 672 cas ont été déclarés positifs, dont 72 422 guéris, 1890 décédés et donc 359 patients encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19, 1 354 162 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Sud FM. Les bacheliers orientés dans le privé marchent à l'instant au niveau de la place de l'Obélisque. Nous y reviendrons avec Adama John. Des remous à l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés du Sénégal. Le comité exécutif des élèves exige le démarrage des cours dans les meilleurs délais. Ces élèves rejettent la date de reprise fixée le 20 janvier et demandent l'audit de la gestion, nous dit le président du comité exécutif des élèves de l'ENTSS, Salif Kébé, avec C'est pour un peu décrire une situation de désolation qui sévit au niveau de notre école. Depuis un moment, le directeur n'a pas cessé de nous montrer que c'est lui la pièce maîtresse de l'école. Quand il est là, l'école ouvre. Quand il n'est pas là, l'école ferme. Quand il le veut, il ouvre. Quand il ne le veut pas, il ferme. Cette fois-ci, il nous a servi l'excuse selon lequel l'école doit fermer parce que nous devons basculer vers le système LMD. Et nous avons tous été à l'université. On sait très bien que le basculement vers
le système LMD ne nécessite pas forcément la fermeture et l'arrêt des enseignements. Malheureusement, lui a décidé de fermer l'école depuis le mois de novembre. Le docteur Amadou Ndoye a décidé de fermer notre école sous prétexte que quand il n'y a pas LMD, nous n'allons pas ouvrir l'école. Et on sait très bien que, et nous le soupçonnons même de vouloir masquer une gestion géodésique et patrimoniale de l'école. C'est ça. C'est parce que depuis 2 ans, le docteur Amadou Ndoye n'a pas mis en place, il est tout à fait en porte-à-faux des textes, surtout le décret de création de l'école, qui dit qu'il faudrait forcément que chaque année qu'on mette en place le conseil de perfectionnement, le conseil pédagogique, le comité de gestion et le comité exécutif des élèves. Donc, depuis 2 ans, il n'y a pas eu ces organes, il n'y a que le comité exécutif des élèves qui est mis en place. Les ressources extra-budgétaires de l'école sont gérées par le seul homme. L'école est fermée pour tous les étudiants. Ceux qui sont admis au concours ne sont pas ici. Ils devaient être là au mois de novembre, le 2 novembre précisément. Ceux qui étaient déjà là ne sont pas là. C'est parce que le directeur a décidé d'arrêter tout à l'école. C'était Salif Kébé, le président du comité exécutif des élèves de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés du Sénégal. Le directeur de l'ENTSS clarifie le basculement vers le système LMD nécessite des dispositions particulières. C'est ce qui justifie la reprise des enseignements au mois de janvier. Docteur Amadou Ndiaye est avec Adiratou Issagno. L'école n'a jamais été fermée parce qu'on a voulu fermer l'école. C'est très simple. Nous avons terminé une année scolaire. Suite à cette année scolaire, les délibérations ont été faites, les examens ont été faits, etc. Et en ce moment, nous attendons parce que l'ouverture officielle va se faire effectivement le 20 de janvier. Comme on l'a annoncé, la note a été envoyée. Il s'est trouvé que depuis quelques années, nous travaillons d'arrache-pied pour effectivement essayer d'avoir ce qu'on appelle le basculement vers le système licence master doctoral. Si c'est une école de formation supérieure, il est bien vrai, mais quand même, tout un travail a été fait pour permettre effectivement à l'école d'être au standard, comme vous devez le comprendre, d'être au système licence master doctoral. Nous nous sommes battus pour faire de sorte que toutes les dispositions ont été prises ici à l'école. Nous avons respecté la procédure et récemment, nous avons reçu une note, effectivement, une lettre officielle de l'Agence nationale de la qualité de l'enseignement supérieur, l'ANAQ-Sup, avec effectivement qui nous a notifié qu'ils ont accepté effectivement le processus de basculement de notre école vers le système de licence master doctoral. Vous devez comprendre que ceci étant dit, il n'est pas possible de très rapidement ouvrir l'école alors que les dispositions ne soient pas prises, parce que ne serait-ce que on tienne compte des mesures transitoires, parce que tout va changer certainement, d'autant plus que le modèle qui va prévaloir va reposer sur les exigences du système de licence master doctoral. Donc on aura 5 licences et on aura effectivement 2 masters et effectivement travailler pour ouvrir ce qu'on appelle une école doctorale. Donc ça, c'est un travail sérieux qui doit être fait. Et quand vous parlez de mauvaise gestion dans cet établissement, je ne sais pas de quoi on parle. Parce qu'en réalité, nous sommes arrivés ici en 2019. Dès que nous sommes arrivés, nous avons mis en place des instances de bonne gouvernance. C'était Dr Amadou Ndoye, le directeur de l'ENTS, qui clarifie le basculement vers le système LMD nécessite des dispositions particulières. Et nous nous intéressons aux élections territoriales de janvier 2022, notamment le 23 janvier. La Cour suprême donne raison à la coalition Yewwi Askan Wi dans le département de Matam. Elle vient de confirmer le verdict de la Cour d'appel de Saint-Louis concernant ce département. Et la Cour suprême confirme également le rejet par le préfet de Dakar des listes de Gëm Sa Bopp pour la ville de Dakar. Et nous reparlons de l'affaire Pout Dagné. La victime a été finalement enterrée dans son village d'origine de Kissane. Le calme est revenu après une médiation des autorités locales et des pistes de solutions définitives sont en train d'être étudiées. Vous avez écouté dans nos précédentes éditions la correspondance de notre correspondant à Thiès, Babacar Ndaw. Les religieux fustigent la situation qui prévaut actuellement à Pout Dagné après le refus des villageois d'enterrer une femme appartenant à la caste des griots. La religion musulmane ne reconnaît pas les castes et autres ennemis. L'État a interpellé Ndeye Mariam Ndiaye. Refus d'enterrer une femme dite griotte dans la localité de Pout Dagné. Après les droits de l'hommiste, ce sont les religieux qui montent au créneau pour dénoncer cette affaire qui scandalise les Sénégalais. Pour Imam Mokhtar Ndiaye, c'est une affaire grave et extrêmement dangereuse qui est contraire à l'islam et aux enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La législation islamique nous dit que toute personne qui meurt, quelle qu'en soit sa moralité,
son appartenance ethnique, religieuse, raciale, doivent être inhumés dans les conditions établies par le prophète Mohammed alayhi salam. Ne serait-ce pour le respect de sa dignité humaine. Cela est une obligation commune, ça qu'on appelle fardu kifaya, dont l'accomplissement par un seul décharge la responsabilité des autres. L'islam ne reconnaît pas l'existence de castes. C'est une religion qui bannit et condamne toute forme de discrimination, basée soit sur la couleur, soit sur l'ethnie, soit sur l'ascendance. L'imam de la Grande Mosquée de Liberté 6 d'ajouter que cet état de fait peut compromettre la cohésion et le vivre ensemble dans notre pays. En plus, devant Dieu, nous sommes tous égaux en dignité et en droit. Allah nous le dit, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est celui qui a le plus de piété. Et notre prophète Mohammed a toujours fustigé le fait qu'une personne se glorifie, n'est-ce pas, de son ascendance. Aujourd'hui, c'est question de caste. Il faut le dire. On finit de déstabiliser notre société sénégalaise. Combien de projets de mariage ont été tout simplement annulés à cause, n'est-ce pas, d'un problème de caste? Combien de ménages également ont été brisés à cause tout simplement d'un problème de caste? Combien de relations d'amitié et de bon voisinage ont été brisées à cause d'un problème de caste? La liste est loin d'être exhaustive. Les autorités sont interpellées à réagir le plus rapidement possible avant que l'irréparable ne se produise. Sud International. Le tsunami des cas dus aux variants Omicron et Delta de Covid-19 va conduire les systèmes de santé au bord de l'effondrement, a mis en garde ce mercredi l'Organisation mondiale de la santé. Cela exerce et continuera d'exercer une immense pression sur un personnel de santé épuisé et des systèmes de santé au bord de l'effondrement, a déclaré le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse. Alassane Wade. Restons avec la Covid-19, avec la France qui a franchi ce mercredi pour la première fois le seuil des 200 000 cas de contamination au Covid-19 en 24 heures. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, parle d'un raz-de-marée, je le cite, des chiffres qui donnent le vertige, a-t-il lancé devant les députés de l'Assemblée nationale. Plus de 208 000 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés dans les dernières 24 heures sur le territoire français. Nous faisons face à deux ennemis, a souligné le ministre français de la Santé. Et enfin, en Afghanistan, les États-Unis ont annoncé ce mercredi la nomination d'une émissaire spéciale pour les femmes afghanes, une priorité affichée de l'administration américaine depuis que les talibans ont pris le contrôle du pays. Rina Amiri, une américaine née en Afghanistan qui avait travaillé dans l'administration de l'ex-président Barack Obama, sera l'émissaire spécial du président Joe Biden pour les droits des femmes et des filles afghanes et les droits humains en Afghanistan. C'est ce qu'a annoncé le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Vous l'avez compris, nous parlons sport, notamment de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun cette année. Enfin, en janvier, l'équipe nationale du Sénégal poursuit sa préparation au Stade Lat Dior de Thiès. Une séance d'entraînement a démarré depuis 17h30. Ce galop est ouvert au public. La 20e journée de la Prime League anglaise se poursuit ce mercredi à 19h. Chelsea reçoit Brighton, alors qu'à 20h15, Brentford sera face à Man City. Après le football, place à la lutte avec frappe avec l'affiche Balla Gaye 2 Bombardier dans le cadre des préparatifs du combat prévu le samedi prochain. Le promoteur Gaston Meng rencontre le CNG. C'était ce matin. Nous y reviendrons plus tôt. Nous écoutons la réaction du chroniqueur sportif à la radio Sud FM, El Hadj Pape Ibrahim Dieng, joint par El Hadj Malick Ndiaye. Un combat de choc, un combat où les deux lutteurs gladiateurs, donc ils viennent avec leur force, leur bagage mystique et tout ce qui entoure ce combat pour gagner. Mais ça va être très difficile, tant pour Balla Gaye que pour Bombardier. Vous savez, quand vous rencontrez un adversaire déjà qui vous a battu, quand vous le retrouvez dans l'enceinte, il y a des problèmes qui se posent. Est-ce que je ne vais pas perdre encore pour une deuxième fois? Vous pensez aussi, est-ce que je ne vais pas tout donner pour gagner, puisqu'il me faut gagner, c'est une revanche. Et vous savez, les revanches sont souvent difficiles. C'est un combat très technique aussi, où le staff a un rôle important à jouer. Il faut calculer, il faut y aller quand il le faut. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas aussi
avoir un excès de confiance peut vous induire en erreur. Il faut réunir tous les éléments dans la sérénité pour pouvoir remporter ce combat. Je pense que la jeunesse aussi va prévaloir puisqu'il y a une différence d'âge de 10 ans. Ça aussi, ça peut compter dans un combat de lutte. Mais comme vous le savez aussi, l'expérience aussi a son mot à dire parce que Bombardier est un vieux routier. Il est passé un peu partout. Il a rencontré des adversaires de toutes catégories. Vous avez vu les derniers combats qu'il a livrés. Vous avez vu aussi le grand combat qu'il a livré contre Modou Lô. Ça aussi, c'est mémorable. Certes, il y avait une différence de poids, mais il y avait aussi de l'intelligence, de la lutte. En tout cas, c'est un combat qui est difficile. Surtout pour Balla Gaye qui vient pour prendre sa revanche et qui, avec sa façon de lutter, ne permet pas à l'adversaire de calculer puisqu'il fait tout en moins de 3 minutes. Donc, c'est un combat de gladiateur. Un combat où, certes, Balla Gaye est favori de par sa jeunesse, de par sa fougue, de par aussi ses victoires éclatantes qu'il a eues à montrer devant tout le monde, avec parfois une facilité déconcertante. Bombardier aussi, on n'oublie jamais ses victoires devant Tyson à 2 reprises. Certes, il a perdu devant Yekini, mais on a compris que ces défaites lui ont appris beaucoup de choses. Donc c'est un combat extrêmement difficile pour lui. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit du secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes, la CSA, Iliman Diouf, avec Mame Diarra Da Silva. Iliman Diouf, je suis le secrétaire général de la CSA, la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. Très bien, Iliman. Est-ce qu'on peut avoir une idée des grandes revendications de 2021? En fait, nous avons dans le secteur public-parapublic les questions liées aux lenteurs administratives, comme ils le disent souvent les syndicats d'enseignants, les lenteurs dans les reclassements et production de rappels de reclassement. Il y a ce fameux dossier qui intéresse tous les travailleurs de l'administration de notre pays, c'est l'étude sur le système de rémunération qui devrait permettre, en tout cas, d'aplanir les grosses différences de traitement qui existent entre certains corps de l'administration. Il y a également, dans le cadre toujours du secteur de l'administration, cette demande qui est récurrente dans beaucoup de secteurs d'activité de l'administration, c'est l'harmonisation des traitements salariaux. Donc voilà un peu au niveau du secteur de l'administration. Maintenant, dans le secteur privé, nous avons beaucoup de revendications qui ne sont pas spécifiques à certaines organisations, mais nous avons synthétisé en quelques points. Le premier, c'est toujours la gestion des salaires, la revalorisation des salaires dans le secteur privé. C'est vrai qu'en janvier 2020, il y avait une revalorisation qui est passée très rapidement en perte de profit parce qu'en temps, il y a la Covid et il y a énormément de difficultés aujourd'hui sur la question des prix. Il y a le pouvoir d'achat, comme on dit, la baisse des prix. Et malheureusement, la tendance aujourd'hui est contraire. Et nous avons noté aussi beaucoup de difficultés dans certains secteurs, tels que le nettoiement chez nous, où une nouvelle convention a été signée, mais dans la mise en œuvre, toujours, il y a des difficultés. Dans le secteur du gardiennage, comme je disais tout à l'heure, il y a la nouvelle convention qui est en vigueur. Beaucoup d'entreprises appliquent, mais il y a certaines qui n'appliquent pas. Dans le panorama des préoccupations, il y a cette grande mobilisation que la CSA avait soulevée, avait organisée pour dénoncer le coût de la vie, pour dénoncer les violations des libertés syndicales dans certaines entreprises. Et surtout, pour appeler l'État à faire respecter les conventions et les lois et les règlements pour permettre dans les entreprises d'avoir des délégués du personnel comme c'est prévu par la loi. Alors pour 2022, sur quoi est-ce que vous allez axer vos combats? Mais 2022, plaît à Dieu que nous souhaitons une année de santé et moins de perturbations.
nous pensons que le grand combat que nous devons mener, c'est vraiment de mettre sur la table de négociation définitivement cette question de l'étude du système indemnitaire dans le secteur public pour les fonctionnaires de l'État. La deuxième question qui nous revient effectivement, c'est aussi la question des décisionnaires de l'administration du Sénégal. Ils sont lésés quand ils avancent en grade, en termes de catégorie et salariale, mais ils sont lésés dans leur système de retraite. Parce qu'en réalité, ils ont un niveau de traitement très, très bas et qui fait que quand ils partent à la retraite, comparé aux fonctionnaires, ils sont totalement largués. Et je pense que c'est des questions sur lesquelles nous mettrons le haut là, c'est en 2022. Le deuxième défi que nous avons, c'est vraiment faire en sorte que nous puissions rattraper un peu le pouvoir d'achat qui est en train de survoler un peu les niveaux habituels à cause de cette histoire de Covid où l'État laisse au moins passer avec des augmentations de tarifs à n'en plus finir dans certains secteurs du commerce, comme ce qui s'est passé ces derniers jours sur le coût de la farine qui impacte le prix du pain, le riz, le sucre, l'huile. Tous les denrées de consommation courante aujourd'hui empruntent le pas vers l'ascenseur. Et notre combat, ce sera de faire en sorte que l'on régule ces prix par rapport à la moyenne nationale. Et pourquoi pas se battre maintenant pour revaloriser le niveau des salaires, pour au moins harmoniser l'inflation qui aujourd'hui augmente à cause de cette différence de prix. Nous avons également au niveau de notre confédération l'accompagnement de beaucoup de travailleurs qui sont en difficulté. Effectivement, nous avions énuméré un certain nombre d'entreprises qui, avec les difficultés qu'il y a eu, il y a les travailleurs qui sont dans les industries alimentaires, les travailleurs qui sont dans les industries du plastique. Il y a énormément de nouvelles taxes introduites par l'État qui sont en train de gréver les charges de ces entreprises, et l'impact que nous voyons venir, c'est des pertes d'emplois ou en tout cas des manques de recrutement dans ces entreprises. Parce que ces industriels-là sont en train de s'organiser. Nous devons nous battre à côté de ces entreprises pour permettre à ces entreprises de survivre, à créer des emplois et non les laisser fermer leurs entreprises. Et l'autre point, je pense que nous l'avons aussi évoqué avec l'État à travers le ministère du tourisme et du transport aérien, c'est effectivement la mise en œuvre du plan de relance de tout ce qui est hôtellerie, restauration et transport aérien. Et comme il y a une nouvelle convention qui a été, un nouveau protocole et un pacte qui a été signé, nous devons veiller à sa mise en œuvre pour la relance vraiment de ce secteur qui a connu beaucoup de difficultés ces 2 dernières années. Merci beaucoup. C'était donc Elimane Diouf, le secrétaire général de la CSA, c'est la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. C'est bien ça, hein? Ouais. Bienvenue sur Sud FM. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour, l'État doit se donner les moyens de surveiller les bateaux qui pêchent illégalement dans les eaux sénégalaises. C'est la principale recommandation du secrétaire général du syndicat autonome des pêcheurs du Sénégal, Moustapha Dian. Il est urgent pour l'État du Sénégal d'organiser la surveillance de notre zone économique exclusive, de se doter de moyens pour surveiller les bateaux pirates, les bateaux qui pêchent illégalement dans nos eaux, de surveiller cette multitude de bateaux chinois qui pullulent dans nos eaux et dont le nombre dépasse largement les statistiques et les chiffres donnés par le ministère. Il est urgent pour l'État du Sénégal
de mettre un terme aux accords de partenariat de pêche avec l'Union européenne. La pêche artisanale est en mesure de pêcher largement le thon et le merlu. Et cela donnerait l'avantage d'un débarquement ici au Sénégal et la création d'industries pour permettre le traitement et l'exportation du thon et du merlu. Donc, nous pensons que l'État vraiment a l'obligation de veiller à ce que des mesures strictes, dynamiques soient prises pour accompagner la pêche artisanale thonière. Moustapha Dieng invite également l'État à repenser la cohabitation entre les pêcheurs et les plateformes gazières et pétrolières. Le problème le plus sérieux aujourd'hui, c'est l'exploitation offshore du pétrole et du gaz. Nous n'avons pas compris pourquoi l'État du Sénégal a pris la décision d'une exploitation tout azimut, tout le long de la côte, sur les 718 km. On aurait pu réserver la côte nord, la grande côte pour l'exploitation pétrolière et gazière, et la côte sud pour la pêche, ou inversement, ce qui permettrait vraiment aux pêcheurs de s'y retrouver. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Et nous allons vers la réduction des surfaces de pêche. Et la cohabitation entre la pêche artisanale et l'exploitation du pétrole et du gaz est impossible. Il faut que l'État songe à compenser les pêcheurs et à les déplacer pour qu'ils laissent la place à l'exploitation du pétrole et du gaz. Mais la cohabitation dans la même zone n'est pas possible. Et tant qu'on persiste, demain on va vers des problèmes. Les pêcheurs vont entrer dans les plateformes pour poursuivre le poisson, pour le capturer, et ils vont avoir des problèmes avec ces exploitants. Et malheureusement, il faut qu'on le dise aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on attende le médecin après la mort pour le dire. En tout cas, nous aurons averti l'État et l'État n'aura pas le droit de dire qu'il ne savait pas. C'était Moustapha Dieng, le secrétaire général du syndicat national des pêcheurs du Sénégal. C'en est tout. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Hapsa Eliman Wan. 18h33 dans nos studios, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Présence de Omicron au Sénégal, il ne faut pas paniquer, rassure le directeur du service des maladies infectieuses de Fann. Malgré la multiplication des cas de contamination, il invite les populations à aller se faire vacciner. La vaccination est au cœur de toutes les mesures préventives. Soutient professeur Moussa Seydi. Il faut impérativement l'administration d'une 3e dose, rappelle le directeur du SAMU national, Mamadou Diar Bey, alors que 156 nouveaux cas ont été recensés ce jour au Sénégal. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le tsunami des cas va conduire les systèmes de santé au bord de l'effondrement, alors que la France franchit le cap des 200 000 contaminations en 24 heures. Le pass vaccinal examiné à l'Assemblée nationale. Nous avons également parlé de la marche des bacheliers orientés dans le privé. Élection territoriale de janvier 2022. La Cour suprême confirme la Cour d'appel et réhabilite la liste de la coalition Yewwi dans le département de Matam au moment où le mouvement Gëm Sa Bopp ne sera pas de la course pour la conquête de Dakar. La Cour suprême confirme le préfet de Dakar qui a rejeté la liste de Bougane Gueye Dany et compagnie. Vous avez eu droit à la page internationale, à celle sportive et à Info Éco, ainsi qu'à l'invité de la rédaction. Il s'agissait du secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes, Eliman Diouf, qui a tiré le bilan de l'année 2021, revenu sur les perspectives pour l'année 2022. Merci à Alsan Wad qui a assuré les opérations techniques. Merci également à vous, auditrices et auditeurs de Sen Radio. Nous sommes mercredi et comme tous les mercredis à 19h, retrouvez Matar Sall et ses invités pour Warwi. Auparavant, tout de suite, retrouvez Amadou Moustapha Dieng dans Sud Assainissement. Très bonne soirée.